Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour l'épreuve féminine des championnats d'Europe de triathlon. Nous sommes du côté de Lisbonne et la capitale portugaise donc accueille ces championnats d'Europe distance olympique. Nous avons vécu la course masculine samedi, place donc à la course féminine. C'est Grégory Roux qui m'accompagne comme samedi. Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Alors nous avions des tricolores en lice samedi, Davidos notamment, Raphaël Montoya. En revanche, pas de tricolore aujourd'hui dans cette course féminine. Pourtant, l'une d'elles était sélectionnée. Oui, au niveau des élites femmes, on a une équipe en devenir, je pense, avec une très très belle génération, et je pense qu'on en reparlera après. Mais Audrey Merle, qui est championne du monde U23, a essayé d'obtenir son dossard pour les Jeux en début de saison, et je crois qu'elle était un petit peu fatiguée ces dernières semaines, donc elle a préféré déclarer forfait pour cette course. Alors vous voyez la liste de départ de ces championnats d'Europe et de cette course féminine. Elles seront 41 sur le ponton de départ, avec notamment une équipe britannique, même si encore une fois les sélectionnés pour Rio ne sont pas présentes. Les Britanniques vont avoir les faveurs des pronostics. C'est parti pour cette course. On rappelle le format, Grégory, de ce distance olympique, 1500 mètres de natation. Ensuite, on va enchaîner avec 40 km de cyclisme et terminer par 10 km à pied. Je parlais de ces Britanniques. Effectivement, les sélectionnés pour Rio ne sont pas présentes. Mais il y a quand même du beau monde. Il y a la jeune génération qui va pousser, c'est dire la densité, un petit peu à l'instar des Espagnols chez les garçons. Les Britanniques chez les filles sont vraiment très très costauds. Tout à fait, les Britanniques femmes sont vraiment un peu en avance sur le reste du monde, à l'image des Américaines aussi. C'est les deux nations phares au niveau du triathlon féminin. Et on peut déjà compter sur une fille comme Lucy Hall, qui a des grosses qualités de nageuse rouleuse, pour être aux avant de la course très rapidement et dynamiser ces deux premières parties du triathlon. Alors on a parlé effectivement des Britanniques, en tout cas vous avez parlé de Hall. Il y a India Lee également qu'il faudra observer avec attention. Nicolas Spirig, la Suissesse, elle n'est pas là, quintuple championne d'Europe, dont d'ailleurs les deux dernières éditions, c'est elle qui s'était imposée à Genève l'an dernier, tout comme David Haus chez les garçons. Pour la Suissesse, on va dire qu'elle a sécurisé son spot l'an dernier pour Rio dès les Jeux européens de Bakou, et que tout va en tout cas elle est d'ores et déjà tournée vers l'échéance olympique. Oui, tout à fait. J'ai vu qu'ils avaient débuté leur stage à Saint-Moritz en Suisse avec son groupe là, puisqu'elle est entraînée par Brett Sutton. On sait qu'elle sait très très bien se préparer. Elle fait pas beaucoup de sorties avant les grandes échéances. Mais par contre, on sait qu'elle répond toujours présent le jour J. Donc on se rappellera qu'elle s'est fracturé le poignet sur la première WTS de la saison à Abu Dhabi. Bien sûr. Je l'ai vu très rapidement se remettre dans l'eau et rattaquer. Donc aucun souci, elle sera prête le jour J, elle aussi. Et donc face aux Britanniques, on observera avec grande attention Vendela Frintuva, la Tchèque qui a réalisé une belle saison sur le WTS, Anne Haug, l'Allemande, qui elle aussi a les faveurs des pronostics, quatrième au Cap, notamment cette année sur une WTS, et puis Rachel Klammer, la néerlandaise. Voilà, on va dire le trio face aux Britanniques qui devrait mener la vie dure donc à cette équipe britannique. On voit toutes les athlètes en combinaison. On rappelle qu'on est en deçà des 20 degrés au niveau de la température de l'eau. Donc là, c'est combinaison pour tout le monde. Tout à fait, combinaison pour tout le monde. Il vaut mieux, surtout que derrière il y a 40 km sur le vélo. Il faut pas être frigorifié sur le vélo parce que c'est une perte d'énergie assez importante. Vous l'avez vu très brièvement. Vous n'hésitez pas, bien sûr, à réagir sur les réseaux sociaux via le hashtag Triathlon21.
nous donner vos impressions, nous poser vos questions également sur cette course avec Lucy Hall. On parlait des Britanniques. Et bien voilà, Lucy Hall qui est peut-être en train de dynamiter cette course d'entrée de jeu. Tout à fait, Lucy Hall qui avait été sélectionnée pour les Jeux Olympiques de 2012 avec l'équipe de Grande-Bretagne, justement pour avoir ce rôle de coéquipière de luxe pour Helen Jenkins à l'époque. Elle nage vraiment très très fort et puis elle a une très belle technique, hein. On peut l'apprécier là, puisqu'elle est aux avant-postes. Elle est ample, elle prend beaucoup d'eau. Donc on peut s'attendre à ce qu'elle mène la natation et qu'elle essaye de faire un écrémage au niveau du groupe de tête. Alors justement, en parlons l'espace d'un instant, on aura l'occasion bien sûr de le faire durant cette course de cette équipe britannique. On rappelle les sélectionnés d'ailleurs britanniques pour les Jeux: Nan Stanford, Vicky Holland, Helen Jenkins. Est-ce qu'on a un petit peu du côté de cette équipe féminine la même manière de procéder que chez les garçons? C'est-à-dire les frères Brownlee associés à un garçon, un domestique, comme vous le dites, Grégory, qui est là vraiment en tant qu'équipier de luxe. Non, je pense que chez les filles, on a 3 filles qui sont capables de gagner ou de monter sur le podium. Helen Jenkins qui offre vraiment de grosses qualités de nageuse rouleuse. Nan Stanford et Vicky Holland qui ont une natation un petit peu plus fragile, par contre qui sont très très costauds à vélo et en course à pied. Je pense que les Anglaises il y a un plan anti-Gwen Jorgensen qui est en train de se mettre en place. Bien sûr. Je pense qu'on peut compter sur les Anglaises, sur une fille comme Flora Duffy, sur Nicola Spirig pour vraiment dynamiter la partie vélo et essayer de poser avec le plus d'écart possible sur Gwen qui est redoutable sur la partie à pied. Elle est toujours en tête de cette natation, Lucy Hall. Donc là on voit quand même des légères vagues et là on voit la bagarre à la bouée. Attention, parce qu'on est déjà, pour beaucoup, on est déjà dans une zone assez élevée au niveau cardiaque. C'est vrai que ces petites bagarres lorsqu'on passe les bouées nous font prendre encore quelques pulses en plus, et c'est vraiment des moments critiques dans le triathlon. On a parlé durant quelques instants de la sélection britannique pour les Jeux, mais bien évidemment nous aurons l'occasion, mon cher Grégory, de parler de la sélection tricolore qui a été annoncée à la mi-journée par la direction technique nationale, par le comité de sélection, devrais-je dire, même de la Fédération française de triathlon. Les voici, les 4 représentants tricolores qui iront à Rio, sous réserve de validation encore une fois par le CNOSF, on le rappelle. Et ce sont donc Dorian Coninx et Pierre Lecor qui accompagneront Vincent Louis et Micha Réron. Elle sera la représentante française dans la course féminine. Voilà, suivant les résultats que l'on a vus ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est assez logique de retrouver ces 2 garçons en compagnie de Vincent. Je pense qu'on a privilégié la forme du moment et peut-être la jeunesse et la fougue, malheureusement pour David. Mais voilà, une équipe de France qui a très fière allure et qui aura avec vraiment des athlètes de très très bon niveau. Et on a vraiment une pensée pour David aussi, David Haus qui avait fait 4e du test event, qui était 4e des Jeux Olympiques de Londres. Champion d'Europe en titre également avant d'arriver ici à Lisbonne. C'est lui qui s'était imposé à Genève l'an dernier. Tout à fait, donc un athlète hors pair qui malheureusement ne participera pas aux Jeux Olympiques, et on sait qu'il avait à cœur d'y aller pour lui, mais aussi en partie pour Laurent Vidal, son copain avec qui il avait partagé l'expérience des Jeux en 2012. Et donc voilà, une grosse pensée pour David, et puis j'espère qu'il va bien rebondir et qu'il va avancer sur cette fin de saison. Ouais, c'est tout ce que l'on espère en effet pour David Haus, que l'on a vu déjà ce dimanche sur le relais avec justement les jeunes, Raphaël Montoya, et puis les juniors également qui étaient alignés dans la course féminine. Cassandre Brogrand et Émilie Morier, Cassandre Brogrand qui s'est tout simplement imposée dans la course junior féminine, et Émilie Morier. Ils ont terminé 4e, voilà, au pied du
du podium. Au pied du podium, mais je pense que c'est une très très bonne expérience et c'est super aussi pour David et Raphaël de pouvoir bénéficier de ces deux juniors pour profiter de cette course qui est quand même un format très très sympa et qui est motivant. D'autant plus qu'il nous avait refait le coup de Genève en partant sans chaussures sur la partie course à pied. C'est la dada spéciale. Voilà, faut dire que c'est un format très très court, ce relais. Donc là on voit le passage de la bouée à la fin du premier tour natation. Un peloton qui est quand même relativement groupé. On voit que Lucie devant, Lucie Hall mène la danse, mais il y a un gros peloton groupé là. Les Britanniques en tout cas qui essayent de dynamiter cette course, on le rappelait, avec Lucie Hall, donc Indiali notamment, n'oublie pas Heather Sellers et Jessica Lermans également. Vous me faisiez remarquer cela, Grégory, vainqueur à Quarterra cette saison, donc jeune femme également particulièrement en forme. C'est dire bien l'intensité tout simplement de ce triathlon, notamment britannique de manière générale, parce que il est dense, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Ça c'est vraiment impressionnant. Ouais tout à fait, et c'est vrai que j'avais suivi la course de Quarterra et Lucie Hall et Jessica Lermans s'étaient fait la malle rapidement à la sortie d'eau et avaient mené un train d'enfer sur le vélo. Elles avaient posé le vélo de mémoire avec 4 minutes d'avance sur un groupe de triathlètes expérimentés, et ça leur avait permis de terminer première et deuxième à Quarterra devant Léonie Perriot et Sandra Daudet qui avaient fait 3 et 4. On voit déjà les écarts de créer dans cet avant-port de Lisbonne. On est au-dessus de cette Meo Arena, anciennement appelée pavillon Atlantique, où vont se dérouler les transitions. Si vous n'étiez pas avec nous ce samedi à l'occasion de la course masculine, vous allez voir que les transitions sont assez spectaculaires en indoor, avec des virages en épingle pour atteindre cette zone de transition. On a vu quelques chutes, quelques vélos laissés en route également, et on sait que ça peut être pénalisant, bien sûr. Et donc là on voit Lucie qui quand même regarde assez souvent devant. Je ne sais pas d'où vient le soleil, mais c'est vrai que c'est très très important de bien se diriger et de bien s'orienter sur une natation en eau vive comme elle est en train de le faire. Donc un des conseils qu'on donne souvent, c'est de se fixer un point à l'horizon. Et donc c'est ce qu'elle est en train de faire. On la voit respirer à peu près tous les 8-9 coups de bras. Elle respire 2-3 fois devant et elle remet la tête dans l'eau pendant une petite durée de temps. Alors je parlais du relais tricolore qui a échoué entre guillemets au pied du podium, qui a terminé 4e. Et bien Lucie Hall, du haut de ses 24 ans, a déjà été sacrée, elle, avec le relais ce dimanche, avec le relais britannique. Elle qui avait terminé 5e à Genève l'an dernier, vainqueur cette saison en Coupe d'Europe du côté de Madrid, deuxième à Quarterra, vous le disiez Grégory, championne d'Europe espoir également à Bagnoles, et donc présente à Londres. C'est dire déjà la confiance que le comité de sélection britannique, la fédération britannique de triathlon pouvait lui accorder, même si elle était prise en tant que domestique, qu'équipier de luxe. Ça avait été un peu la surprise à l'époque. Une fille comme Jodie Stimson était régulièrement dans les 15-20 meilleures mondiales, et on l'avait laissée sur le carreau pour prendre Lucie Hall à la place, qui offrait certaines qualités qui étaient censées aider Helen Jenkins. Donc c'est vrai que les Anglais là-dessus ont joué la carte de l'équipier de luxe à fond au JO de Londres avec Stuart Hayes ou avec Lucie Hall. Allez, le dernier retour. Derrière, c'est une dernière ligne droite avant de rejoindre le ponton et cette zone de transition entre la natation et la course à pied. Conditions délicates, conditions très très fraîches sur Lisbonne, avec une eau à 19 degrés, en tout cas en deçà des 20 degrés, 19 degrés, 6 très exactement.
Il ne fait pas bien chaud, hein, même pas 22 degrés sur la capitale portugaise. Et donc assez logiquement, les athlètes sont en combinaison. Le week-end, on le disait, voilà, du côté des garçons a peut-être pas souri comme on l'attendait, mais il y a eu cette superbe victoire de Cassandre Beaugrand dans la course féminine junior, et puis la très belle 5e place également d'Émilie Mourier. Et du côté du paratriathlon, ça s'est très bien passé pour les Bleus, avec 5 podiums, dont un titre pour les Français. 5 médailles sur 6 engagés. Voilà, on pouvait difficilement faire mieux. Non, ça, encore une fois, c'est vraiment une récompense pour la politique fédérale qui est mise en place autour de la formation des jeunes, et puis aussi du paratriathlon. Donc bravo à tous. Et puis vraiment un grand bravo à Cassandre. Je sais qu'elle avait à cœur de gagner ce titre de championne d'Europe. C'était son objectif numéro 1 du début de saison. Et puis on va lui donner rendez-vous à Cozumel pour qu'elle fasse aussi bien au championnat du monde junior au mois de septembre. Il est d'ores et déjà donc qualifié pour Cozumel, qui scellera l'issue de cette belle saison, notamment de WTS, que vous pouvez suivre sur l'antenne de l'équipe 21. L'occasion de vous donner d'ores et déjà rendez-vous les 13 et 14 juin prochains pour la WTS de Leeds chez les frères Brownlee. Ça va être sympa à voir, ça risque d'être assez relevé au niveau du plateau. Chez les frères Brownlee, là où s'entraînent Vicky Holland et Lance Stanford. Je pense que les Anglais vont vendre chèrement leur peau sur cette course, et ça va être, je pense que les Français vont prendre beaucoup de plaisir à la faire. Et là on est en train de voir à l'écran que Lucy Hall, on l'a vu il y a à peu près une minute, elle regardait un peu derrière, sûrement pour juger du nombre de filles qui étaient dans ses pieds. Et là on la voit accélérer pour intensifier un peu la pression qu'elle met sur tout le monde, et sûrement essayer de se dégager soit toute seule, soit avec un petit groupe à la sortie d'eau. Allez, le premier effort l'a fait par la Britannique, par Lucy Hall, pour décramponner quelque peu ses adversaires. Est-ce que justement, mon cher Grégory, certains athlètes aiment mettre justement un petit coup de collier comme ça sur la fin pour peut-être se libérer un petit peu l'espace à la transition, avoir un petit peu plus ses aises que 2-3 adversaires sur le dos? Tout à fait, c'est un moyen de faire une transition dans des conditions un petit peu plus zen, et puis c'est aussi un moyen, comme je dis, de faire sauter les quelques athlètes qui étaient dans le groupe avec elle et qui étaient un peu limites. Donc voilà, là on les voit tous en file indienne. Je pense que toutes les filles qui sont derrière elle sont vraiment à 100%, alors que je pense que Lucy, elle en a encore un peu sous le pied, et donc voilà, elle veut écrémer au maximum. Et semble-t-il qu'elle est en train de parvenir à ses fins, Lucy Hall, parce qu'on voit un groupe effectivement de 5-6 athlètes qui sont capables de tenir, en tout cas de la garder en ligne de mire, mais derrière il y a tout de même un petit éclat pour le reste de la concurrence. Allez, il va rester une centaine de mètres, et malgré les conditions délicates, voilà, on va nager en 18, entre 18 et 19 minutes pour ce kilomètre 500. Très très impressionnante sur la partie natation, mais bon, on n'en attendait pas moins de la part de Lucie. Maintenant, à voir où sortent des filles comme Anne Haug ou Vindula Frintova, qui sont d'excellentes rouleuses et coureuses, et de même pour Rachel Klammer. On a vu sur la course masculine qu'il valait mieux tout de même rester au contact du premier groupe. La course masculine qui s'est dissociée en deux groupes finalement à la sortie de la natation. Bon, vous aviez Javier Gomez effectivement dans le premier, donc c'est sûr que c'était mauvais signe pour le deuxième. Et ce deuxième groupe n'a finalement jamais réussi à combler l'écart. Tout à fait. Peut-être quelques petits regrets pour les Portugais qui étaient à la maison, qui ont réalisé les meilleurs temps à pied, et je pense que s'ils avaient réussi à limiter un peu, on voit Frintova là sortir en 4e position, donc c'est très très bien pour elle. Avec le numéro 1, Vindula Frintova, qui a effectivement parfaitement limité la casse par rapport à la natation de Lucy Hall. Ouais, je disais que voilà, faut limiter les écarts, même si on n'est pas en tête, faut limiter les écarts. Voici Rachel Klammer
qui est pas trop mal non plus. Ah, et la néerlandaise effectivement qui sort non loin de la tête de course, ou un petit déficit d'une trentaine de secondes effectivement. Autre britannique présente, on voit hein, le vent présent, ça aura été le cas sur l'intégralité de ce week-end à Lisbonne. Alors je crois que le vendredi ça aura été vraiment le plus gênant hein, notamment pour les groupes d'âge, avec vraiment de grosses vagues présentes même dans l'avant-port de Lisbonne. C'était un petit peu moins le cas sur les courses élites, et tant mieux pour le déroulement de ces courses. Ah, Grégory, vous parliez de cette transition effectivement très longue hein, avant d'arriver dans la zone à proprement parler. Et voilà ce virage, ce dernier virage en épingle. On voit qu'il est même difficile à négocier à pied. Donc là on voit Lucie qui fait un peu l'état des lieux. Il y a à peu près une dizaine de filles qui sont au contact. Donc là pareil hein, on met bien le bonnet lunettes dans la boîte, on enlève sa combinaison le plus rapidement possible. Voilà, elle fait attention de bien faire les petits gestes importants pour pas prendre de pénalité. Guindula est un peu plus dans la précipitation, mais bon je pense que voilà. Et c'est parti pour Lucy Hall qui va mettre la pression tout de suite sur le début du vélo. Ouais, pour nos amis portugais, on voit que Santos là est également au contact. Ça c'est intéressant. Santos qui était 3e des championnats du monde U23 au mois de septembre dernier, derrière les magnifiques performances d'Audrey Merle et de Léonie Perriot, qui avaient terminé première et deuxième au terme d'un sprint finish fantastique. Les Françaises avaient fait le doublé, et Mélanie Santos avait terminé 3e. Et puis un beau début de saison hein, pour la jeune portugaise sur la WTS notamment de Gold Coast, où elle a terminé 11e. Donc elle est en train de prendre progressivement du poids chez les grandes. Un peu à l'image de nos triathlètes français, je pense qu'il faut oula, on voit une chute. Ouais. Une chute sur la montée de vélo. Ouais. Il faut pas hésiter à donner un petit peu de temps à ces athlètes qui sortent des catégories juniors pour qu'ils arrivent à s'imposer au niveau de l'élite. On a vraiment une génération, une très belle génération au niveau du triathlon féminin français qui est en train de monter en puissance. Donc on a cité Cassandre, Léonie Perriot, Audrey Merle, Sandra Daudet, Margot Garabedjian, Jeanne Leher. Voilà, tout ça, toutes ces filles ont un potentiel vraiment très intéressant. Il faut juste leur donner un peu de temps. Ouais, on revoyait la chute de Marlène Gomez, l'Allemande. Ouais, on va même peut-être se la repasser là du côté de la réalisation portugaise. Mais effectivement, on vous parlait hein, de ce tapis bleu là qui est cette moquette qui est quelque peu glissante. On a vu quelques chutes également du côté des garçons. Pendant ce temps-là, Lucy Hall, elle, a d'autres préoccupations. Alors justement, elle a pris une quinzaine de secondes d'avance sur ses plus proches poursuivantes au sortir de la natation. Est-ce qu'elle va essayer d'accroître encore cette avance ou d'attendre pour travailler à plusieurs? Lucie sait qu'elle a une course à pied compliquée, donc elle a sa façon de fonctionner, c'est vraiment de partir très fort sur la natation et le vélo et de poser avec le plus gros écart possible. Donc on peut s'attendre à ce qu'elle continue comme ça, sans regarder derrière, pour poser et seule ou en petit groupe le vélo. Et là on voit l'organisation de ce groupe de chasse qui a du mal à se mettre en place. C'est très important de le faire rapidement pour rejoindre la tête de course. Et là, la portugaise qui est un petit peu toute seule à rouler, c'est un peu dommage. Frintova, ça serait bien qu'elle prenne son petit relais. Mais non, elle reste dans la roue. Ouais, c'est vrai que on peut imaginer que les entraîneurs portugais au sortir de la course masculine lui ont dit voilà, ne fais pas la même erreur que tes compatriotes masculins, prends la course quelque peu à ton compte, parce que c'est vrai que les Portugais ont vraiment attendu pour le coup le 10 km de course à pied pour essayer de remonter, et finalement ils ont échoué tout près du podium. Tout à fait. Donc des fois il faut être un petit peu plus acteur et pas attendre juste la dernière partie pédestre. Mais
Mélanie Santos là fait ce qu'elle peut, et je pense qu'elle espère juste avoir un petit coup de main de la part des autres concurrentes qui sont dans son pack. Elle a beaucoup moins effectivement d'inconnus dans son équation. Elle doit emmener un maximum de vitesse. On voit également les Russes qui sont là, Anastasia Abrosimova. Il y avait énormément de risques dans la course masculine. C'est également le cas dans cette course féminine avec Razanerenova, également Choret, Shulgina. C'est vraiment la course de sélection pour Rio, ces championnats d'Europe du côté du contingent russe. Ça y est, les filles ont compris qu'il fallait vite s'organiser. Donc là, elles se sont mises en ordre de marche. On en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filles dans ce pack de chasse. Avec déjà un gros écart sur le reste de la concurrence. On devrait avoir quelques temps intermédiaires, notamment à l'issue du premier tour. On rappelle d'ailleurs le format 40 km de cyclisme pour ce triathlon distance olympique. 8 tours de 5 km à parcourir. Et dans ce groupe de chasse, on voit effectivement... Et là, on voit que ça roule quand même pas très très fort, parce qu'il y a des athlètes qui n'ont même pas à pédaler dans l'aspiration. C'est un signe comme quoi le rythme n'est pas assez soutenu. On voit Lucy Hall, elle, qui est main en bas du guidon et qui met vraiment la pression. Lucy Hall, toute jeune, vous le voyez, née en 1992. C'est d'ores et déjà la relève de ce triathlon britannique, même si elle était finalement déjà à Londres en 2012. Et c'est vrai que derrière les Stanford, les Holland, les Jenkins, celles qui vont s'imposer en WTS, d'ici quelques années, ce sera peut-être son tour. Ouais, tout à fait. Si elle arrive à progresser un peu à pied, elle a eu au début de sa carrière pas mal de problèmes de fracture de fatigue, mais j'ai l'impression que ça a l'air de se calmer. Donc si elle arrive à trouver de la constance dans l'entraînement, j'ai bon espoir pour elle qu'elle arrive à progresser à pied et vraiment à s'imposer au niveau mondial. Allez, dans ce groupe de chasse, on retrouve l'une des grandes favorites, la dossard numéro 1, Vendela Frintouva, sur la gauche de ce groupe, la Tchèque. Mais vous le disiez très justement, du côté non pas apathique, mais voilà, de la volonté pas forcément de revenir sur la tête de course. Des filles qui manquent un petit peu de force à première vue par rapport à une Lucy Hall. Dès que les parties sont un peu montantes ou qu'il y a du vent de face, on les voit, elles sont plus à la bagarre avec leur vélo. Alors que derrière, on voit le deuxième paquet de chasse qui est en train de rentrer là, sur le groupe de 8 filles qui est derrière Lucy Hall. Et Lucy Hall qui se pose aucune question. Tête dans le guidon, et puis elle appuie très fort sur les pédales, avec peut-être dans l'espoir que une athlète ou des athlètes la rejoignent et puis qu'elle puisse vraiment se faire la belle. D'autant plus que ce parcours urbain fait de plusieurs boucles, 8 au total, permet à l'athlète de tête finalement de jauger un petit peu de son avance sur le reste du peloton. Avec ces virages à 180, on vient croiser le deuxième groupe de chasse. Là, il y a eu regroupement des deux paquets derrière Lucy Hall. Et puis on arrive dans la partie technique avec pas mal de virages, une chaussée étroite. Donc encore une fois, vaut mieux être à l'avant de la course pour être bien positionné. Et le retour donc vers cette Meo Arena, ce pavillon atlantique où se situent toutes les transitions, avec une Lucy Hall que l'on sent là vigilante, qui se relève un petit peu sur son vélo et qui va négocier parfaitement ce virage à 180 degrés. Vigilante mais efficace, on la sent sûre dans ses trajectoires. Elle gère pas trop mal son affaire sur cette partie technique, sur le tapis bleu. Donc c'est vraiment
très très bien ce qu'elle fait. Elle est en train de regarder les écarts là. Allez, Lucy Hall, effectivement, qui jauge la concurrence. Elle est en train de créer de beaux écarts sur ce deuxième groupe. Ouais, il va y avoir une dizaine de secondes d'avance pour Lucy Hall. On tourne une courte page de publicité et on revient pour cette course féminine ici à Lisbonne, qui est dominée par les Britanniques. Lucy Hall avait pris les commandes dès la natation, avait fait l'effort. Il me semble bien qu'elle a été rejointe par une compatriote, alors que pendant ce temps-là, c'est gros souci pour Rachel Klammer, la néerlandaise, l'une des favorites. Le dérailleur n'est pas dans de très bonnes dispositions. Alors je sais pas si c'est un saut de chaîne ou si elle a crevé et elle a du mal à remettre sa roue. Une des indications qu'on donne, c'est souvent de tout mettre à droite avant de changer sa roue pour facilement la remettre, mais voilà, on voit Rachel qui est en train de le faire là, et là il y a un saut de chaîne. Ah non, elle doit changer. Ouais, elle change de roue parce qu'elle a dû crever et elle a beaucoup de mal à le remettre après. Alors justement, tiens, peut-être l'occasion de rappeler les règles d'assistance. Est-ce que, hors le fait de pouvoir prendre une roue, est-ce que l'athlète peut être aidé? Est-ce qu'il y a des membres justement de l'encadrement du team néerlandais qui sont sur le bord de la route? Pas le droit d'être aidé. On a même vu un membre de l'équipe néerlandaise lui amener la roue. Voilà. Normalement, c'est même pas autorisé. Les athlètes savent où sont les roues du pit stop et doivent se débrouiller d'eux-mêmes. Superbe, hein, cette vue aérienne du pavillon atlantique de la Meo Arena, désormais comme il faut désormais l'appeler. Et les Britanniques, elles qui n'ont que faire justement des problèmes mécaniques de la néerlandaise Rachel Klammer, justement, c'est l'une des favorites qui est en train d'abandonner tout simplement tout espoir de bien figurer. Oui, tout à fait. Et puis là, on voit Indian Lee qui a rejoint Lucy Hall. Indian Lee qui a récemment gagné la Coupe du Monde de Cagliari, donc qui est très très forte à vélo et qui court pas trop mal. Moi, je suspecte un peu Lucy Hall de l'avoir attendu, ou qu'il y ait une stratégie qui a été mise en place par les Anglais et les Anglaises. En tout cas, on les voit collaborer parfaitement pour essayer de prendre le large. Et pendant ce temps-là, la réalisation portugaise qui s'attarde quelque peu sur Rachel Klammer, et c'est bien normal, hein. C'était franchement l'une des favorites de cette course, elle qui a déjà été titrée en 2013 à Alanya en Turquie, qui a déjà été championne d'Europe, celle d'ailleurs qui avait un peu stoppé l'hégémonie de Nicolas Spirig finalement, hein. C'est avec Emi Charairon, finalement c'était les deux qui étaient venus se mêler un petit peu aux 5 victoires quasi consécutives de la Suissesse. Eh bien, Rachel Klammer cette année risque de ne pas pouvoir défendre ses chances. On a vu le petit rictus, le petit geste de la tête à l'endroit justement de son entraîneur, de l'un des membres de l'encadrement néerlandais. Je suis pas sûr qu'elle aille jusqu'au bout du vélo. Non, ça va être compliqué. Le seul athlète que j'ai pu voir faire face à une telle situation, c'est Alistair Brownlee sur un championnat d'Europe. Il avait crevé, il avait changé sa roue, il était reparti avec le deuxième pack. Il avait réussi à faire rentrer le deuxième pack sur le premier pack et il avait gagné après à pied. Mais bon, c'était quand il était au top du top. Là, ça sera beaucoup plus compliqué pour Rachel, surtout qu'elle a eu du mal à changer sa roue. Donc bon, je pense que la course malheureusement va être un peu difficile pour elle aujourd'hui. Allez, toujours ce groupe de chasse, en tout cas, lui qui est avec pas mal d'éléments, hein. On est à 10-15 athlètes. Vindula Frintuva, donc l'autre grande favorite, on va dire, hormis les Britanniques, est bien présente. En revanche, on ne voit pas Anne Haug, l'Allemande, qui pouvait évidemment faire figure de favorite au même titre que les deux cités précédemment. L'Allemande semble un petit peu plus en dedans. Non, Anne Haug qui a des natations parfois compliquées. C'est vraiment pas son point fort. Et puis c'est vrai que depuis qu'elle a quitté Darren Smith fin 2013, c'est plus tout à fait la même athlète. Mais bon, on peut compter sur elle sur la partie du vélo. Elle est vraiment très très forte à vélo. On va sûrement la voir sur le prolongateur d'ici peu pour faire l'effort et essayer de rentrer sur le groupe de chasse. Et pendant ce temps-là, les Britanniques, elles travaillent en bonne intelligence
Elles se relaient l'une l'autre. Avec donc d'un côté Lucy Hall, de l'autre Indiali. Des athlètes que l'on n'a pas forcément beaucoup suivis cette année sur les WTS que l'on vous propose. Et pour cause, hein. Il y a déjà pas mal de Britanniques et plutôt bien placés d'ailleurs, puisqu'elles sont quasiment toutes imposées. Nan Stanford, Vicky Holland, Ellen Jenkins notamment, Jenny Stimson également, qui ne sera pas du voyage à Rio. Mais ces athlètes Indiali et Lucy Hall ont réalisé de très très belles choses sur la Coupe du Monde, hein. On va rappeler très brièvement un petit peu les standards de ces épreuves, les WTS. On peut on va dire ce sont la Champions League. Voilà, la Champions League ou les Master Series, si on prend une analogie tennistique. Les Coupes du Monde sont plutôt les ATP 500 et les Coupes d'Europe les ATP 250. Voilà, pour vous donner une idée. Et donc effectivement Indiali et Lucy Hall, elles eh bien, ont déjà réalisé de très très belles choses sur les Coupes du Monde. Elles ont encore un peu de mal à s'imposer au niveau de la WTS parce que bon voilà, leur potentiel en natation et vélo se fait souvent contrer par la densité et le niveau de performance des athlètes qui se retrouvent sur WTS. Et je pense surtout à une fille comme Lucy qui n'est pas une excellente coureuse à pied. C'est toujours un peu plus compliqué quand elle pose avec des packs ou pas très loin d'un pack de filles qui courent très très bien. Les Anglaises qui sont vraiment qui sont en train de révolutionner un peu tout doucement la partie vélo du côté des femmes. On les voit un peu à l'image des Brownlee vraiment faire de gros efforts sur la partie vélo. On les voit déjà par la position et bon, je pense physiologiquement aussi en termes d'allure au niveau des watts qu'elles développent. Elles s'entraînent beaucoup à vélo. Ça les aide à être plus fortes à pied, puis ça les aide surtout à faire des écarts et avoir des stratégies telles que celles d'aujourd'hui. Allez, vous n'hésitez pas, hein, une fois de plus à réagir via les réseaux sociaux, via le hashtag Triathlon21. Vos impressions, vos réactions, vos questions également sur cette course des championnats d'Europe, cette course féminine ici à Lisbonne après le sacre de Javier Gomez chez les garçons. Le retour de la star du triathlon mondial au plus haut niveau, qui va viser, et il nous l'a montré, il va en avoir encore les moyens cette année, le sacre olympique, lui qui s'était mêlé justement aux frères Brownlee sur le podium du côté de Hyde Park il y a de cela 4 ans. Médaillé d'argent entre les frères Brownlee. On a vraiment hâte d'y être au mois d'août. Oui. La course des hommes est incertaine. Il y a vraiment beaucoup de grands noms et c'est vrai qu'il y a Javier Gomez, il y a les deux Brownlee, il y a Mario Mola, il y a Larza, il y a Richard Murray et puis il y a nos petits Français qui sont bien en place. Et donc il y a vraiment une liste d'athlètes qui peuvent monter sur le podium ou gagner la course qui est assez impressionnante. Donc il faudra répondre le jour J et je sais que chacun maintenant travaille dans son coin pour être au top de sa forme le 18 août. Ouais, vous faites bien de rappeler les dates, hein. 18 août pour la course masculine et le 20 pour la course féminine. L'occasion également de rappeler la sélection tricolore qui vient tout juste de tomber à la mi-journée. Une proposition, hein, on va être très précis, une proposition de sélection faite par le comité de sélection de la Fédération française de triathlon, proposé donc au CNOSF qui aura le dernier mot, mais on peut imaginer que ce dernier suive les recommandations de la Fédération française de triathlon. Du côté des garçons, pour accompagner donc Vincent Louis, Pierre Lecor et Dorian Coninx, et pour défendre les couleurs françaises dans la course féminine, eh bien cette tâche sera dévolue à Amy Charéron. Oui, tout à fait, une très très belle équipe de France. Amy et Vincent qui participeront à leurs deuxième Jeux Olympiques. Vincent, je pense, a beaucoup appris sur la première Olympiade. Il a pris beaucoup d'assurance sur les 4 dernières années et puis Pierre et Dorian qui participeront à leur premier jeu, mais bon, ils ont déjà l'expérience du haut niveau et ils savent gagner des courses puisqu'ils ont tous les deux été champions du monde U23
Ils ont tous les deux déjà fait des podiums sur WTS et on sait qu'on pourra compter sur eux sur un parcours exigeant comme celui de Rio. Il reste 3 tours à parcourir, 15 km à parcourir pour les triathlètes féminines dans cette partie vélo. Avec, on l'a vu, Maria Choretz, la Russe en tête de groupe de chasse. Elles sont nombreuses, d'ailleurs, les Russes présentes dans ce groupe de chasse, très nombreuses au sein même de cette course. Sélective pour les Jeux. Et Maria Choretz, c'est vrai que voilà, c'est peut-être celle qui a réalisé le plus beau début de saison pour les Russes. Elle était 12e à Abu Dhabi, 18e au Cap. C'était un peu plus compliqué pour elle à Yokohama. Elle a terminé 43e et 5e sur la Coupe du Monde de Cagliari, notamment où les Britanniques ont particulièrement excellé. Ouais, Choretz qui court très bien et non, c'est une Russe sur qui il faut compter aujourd'hui. Et ce groupe de chasse composé donc d'une dizaine, une quinzaine d'éléments qui va tenter de recoller sur les Britanniques. Mais ces Britanniques, même à deux, fournissent un énorme travail. C'est l'une des questions qui revient sur les réseaux sociaux, mon cher Grégory. On se demande simplement du côté d'Antoine comment cela se fait que les Britanniques soient aussi performants et dominent le triathlon mondial. Je pense qu'il y a une certaine dynamique qui s'est mise en place au niveau de la fédération française, la fédération anglaise. La qualité des résultats fait que les athlètes sont de plus en plus performants et voilà, ils se tirent tous quoi. Elles se tirent tous dans ce cas-là vers le haut et c'est vraiment voilà, c'est une politique qui a été gagnante et chez les filles puisqu'elles sont vraiment dominantes. Elles veulent toujours mieux faire. Aujourd'hui, faire un podium sur WTS, ça ne suffit pas. Gagner une WTS, ça ne suffit pas pour aller au jeu. Donc voilà, c'est un peu la rançon de la gloire grâce à leurs beaux résultats. Alors plus qu'une génération finalement de talents, ce sont vraiment les institutions britanniques qui ont mis en place ce qu'il fallait avec des centres d'entraînement et des moyens alloués qui permettent d'atteindre ce niveau. Ouais, je pense. Et puis aussi, voilà, c'est ça. Il y a une dynamique positive qui se fait autour des très très bons résultats de cette fédération. Et ça donne envie de se donner plus. Et c'est ce qui se passe chez les filles. Et j'espère que c'est ce qui va se passer chez nous en France avec la belle génération de féminines qui est en train d'éclore. On voit Mélanie Santos, la portugaise, qui demande, ça n'est pas la première fois qu'on prenne le relais. Et il faut du temps et c'est pas forcément à Heather Sellars finalement la britannique de venir rouler, même si c'est elle qui va prendre le relais de la portugaise. Ouais, je suis pas sûr qu'elle appuie énormément sur les pédales parce que devant c'est quand même deux compatriotes. Non, je pense que les consignes du clan anglais, la consigne c'est plutôt de ralentir ce groupe, en tout cas de casser le rythme pour que les deux filles de tête prennent le large. Donc elle passe mais elle ralentit un peu l'allure, ça désorganise le groupe et du coup les deux femmes en tête augmentent leur avance. On parlait de Mélanie Santos, c'est dur de ne pas parler de Vanessa Fernandez. Ah oui, nous sommes à Lisbonne. Voilà, on est à Lisbonne, le dernier titre de Vanessa était en 2008 à Lisbonne. Une athlète vraiment exceptionnelle puisqu'elle avait gagné 12 Coupes du Monde d'affilée à l'époque. Elle était deuxième des JO de Pékin. Elle a traversé un peu une période un peu difficile sportivement après les Jeux de 2008 et elle est en train de se relancer sur la course à pied depuis quelques années. Elle a fait de très belles performances sur semi-marathon et récemment elle vient de faire un marathon en 2h30. Donc j'ai cru comprendre que son objectif ça serait peut-être d'aller chercher une qualif sur marathon pour les JO de Tokyo. Ouais, finalement elle a 30 ans à l'heure actuelle, donc voilà, 34 ans pour une marathonienne, c'est tout à fait jouable, tout à fait envisageable. Et vu les qualités intrinsèques de Vanessa Fernandez, eh bien c'est tout à fait envisageable.
Tout à fait. Bon, je me suis peut-être trompé parce que j'ai l'impression qu'Ezar Sellars, ça prend des bons relais quand même devant. Hein. Donc elle joue sa place. On fait pas la course d'équipe. Un licencié du Metz Triathlon qui se bat sûrement parce qu'elle a peut-être envie de compléter ce podium. Allez, l'occasion de rappeler, vous parliez des Grands Prix avec l'ouverture qui a eu lieu le week-end dernier du côté de Dunkerque. La prochaine étape, elle aura lieu le 19 juin à Valence. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas, parce que c'est un vrai beau spectacle avec un plateau ô combien relevé, digne du WTS tout simplement. Hein. Tout à fait, on sera sur les terres de Tony Moulet, lui qui habite à quelques kilomètres du site de course, et ça sera, j'en suis sûr, une très très belle épreuve. Bon, nous dans nos rangs à Poissy, on sait qu'on aura une très très belle équipe déjà pour cette course, donc j'imagine que ça sera le cas pour toutes les autres équipes de la première division. Est-ce que vous avez les noms du coup, ou quelques-uns des noms que vous pouvez annoncer ou... Quelques-uns des noms, déjà on aura Aurélien Raphaël, Anthony Pujade et Raoul Chaud. Et après, pour le reste, on est en train de peaufiner tout ça, mais ça sera une très belle équipe, quoi qu'il arrive. On a vu les deux Britanniques en terminer avec leur 6e tour. Il leur reste 10 km à parcourir et on va avoir une bonne indication de l'effort fourni par ce duo, et peut-être d'ailleurs de l'effort également fourni par leurs compatriotes qui semblent en train de se détacher. Je sais pas si c'est pas Jessica Lermont, ça. Tout à fait. Qui était en tête de ce groupe de chasse, qui va peut-être se détacher, parce qu'on continue de se regarder. On voit Abrasimova notamment, la russe là, qui reste en queue de peloton de ce groupe depuis le début. Je pense que les Anglaises s'embêtent un peu dans ce groupe à vélo, et elles essayent de partir derrière. Elles essayent de partir en contre et vraiment de se détacher de ce groupe. On la voit relancer très très fort pour essayer de faire un écart avec le reste du pack. Ouais, c'est compliqué, notamment pour la russe Choretz là de tenir, mais on a dépassé la minute, tout simplement. Donc elles ont pris encore quelques secondes supplémentaires. Impressionnant de voir comment en quelques tours les deux filles ont réussi à vraiment augmenter leur écart. Ça prouve bien que le groupe de chasse ne roule pas très fort. On voit Anne Hogg là, à l'écran. Ouais, avec le numéro 14, l'allemande là sur la droite. Anne, que j'ai eu le plaisir de côtoyer, je m'entraînais avec elle et Jodie Stimson pendant quelques années. C'est peut-être une des athlètes qui m'a le plus impressionné quand elle était vraiment en forme. Elle était capable d'accélération fulgurante et vraiment de battre n'importe qui. Bon, elle a décidé de partir dans une autre optique d'entraîneur, et malheureusement depuis elle est plus tout à fait au même niveau. Ouais, c'est l'un des très beaux palmarès du triathlon mondial à Anne Hogg. Mais attention, parce que il y a Yelistratova également, l'Ukrainienne, que j'ai vu dans ce groupe, qui a le dossard 6, donc qui a réalisé de belles choses également. Donc pourquoi pas revenir sur une fin de vélo, sur une fin de course à pied. Mais c'est vrai que Anne Hogg, ce sont tout simplement 3 victoires en WTS. Elle a terminé 2e des séries mondiales en 2012, 3e en 2013, 8 podiums au total. Enfin vraiment des top 10 dans les grandes compétitions. Yulia Yelistratova, qui est habituée de courses de retour. Elle est rodée à ce genre de course un petit peu moins dense en termes de qualité, mais voilà, avec plusieurs paquets qui se forment, elle est habituée à rouler fort pour rentrer au plus proche de la tête de course, et puis derrière faire une belle course à pied. Est-ce qu'on serait en train de s'obliger là du côté des Russes à rouler et à faire quelque chose? Valentina Zapatrina, l'une des Russes présentes dans cette course. Mais voilà, on n'ose pas vraiment. On voit qu'il n'y a rien d'organisé. De regarder derrière. Ouais, pourtant là, ce sont deux Russes qui auraient tout intérêt à essayer de jouer la course d'équipe, en tout cas qui peuvent se relayer, même si on le rappelle, c'est quand même la course de sélection ultime pour Rio. Donc bon, on va peut-être pas non plus emmener son adversaire direct pour les Jeux.
Et là on voit les Anglaises à l'écran qui prennent des relais à peu près de 25-30 secondes. Ah là pour le coup c'est bien mieux organisé. C'est très bien huilé. On voit Lucie avec 2 gels. Je pense qu'elle a sûrement un plan nutritionnel mis en place où elle va prendre soit les 2 sur le vélo, soit elle en prendra un sur le vélo et elle en prendra un deuxième avec elle pour la course à pied. Ça dépend un peu des athlètes. Chaque athlète a une façon un peu différente de faire. Voilà, là on voit le groupe d'Anne Hogg qui est rentré. Donc là vraiment un gros pack de chasse. Et là ça peut effectivement rebooster ce pack de chasse. Regardez d'ailleurs comme le deuxième groupe là, celui qui est revenu finalement sur le groupe de chasse est en train d'avaler le premier. Et là en tête de course, c'est ça Anne semble Hogg. ne pas amuser la galerie. Effectivement Anne Hogg qui a pris les choses en main. C'est assez logique. Et on peut imaginer que des athlètes comme Jelistratova ou pour le coup Frintova vont devoir mettre un petit peu le nez à la fenêtre. Ouais, Anne est habituée à ce genre de situation. Elle est habituée à rouler fort pendant 20 ou 40 km en fonction du format de course et à très bien courir derrière. Donc voilà, c'est la bonne roue à prendre. J'ai vu que Frintova s'était tout de suite mis dans sa roue. Donc voilà, on va voir si elles arrivent à réduire l'écart ou en tout cas le stabiliser. Mais voilà, Anne qui rigole pas quand elle appuie sur les pédales. C'est voilà, tout le monde est en file indienne et puis c'est parti. Regardez la différence effectivement de physionomie au niveau de ce groupe de chasse. C'est en file indienne. Là on se cale dans la roue de l'Allemande et on essaye de tenir le rythme imposé par cette dernière. Tiens, une question qui nous vient de Mathieu sur les réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas à réagir via le hashtag triathlon21, vos impressions, vos questions. Est-ce qu'on a une limite de poids minimum pour un vélo de triathlon? Quelles sont les caractéristiques demandées à un vélo de triathlon? Alors en fait il faut savoir que les vélos sont inspectés avant chaque WTS, je pense aussi avant le championnat d'Europe. Donc il y a des limites de poids. De mémoire c'est 6,2 kg. Là je mets des guillemets, des guillemets, mais de mémoire c'était 6,2 kg avec bien sûr les roues comprises, c'est le vélo tout entier. Il y a des limites sur le prolongateur. Le prolongateur ne peut pas dépasser les limites des cocottes de frein. Et il y a aussi des limites par rapport à la géométrie du vélo. Le recul de selle ne peut pas être en deçà de 5 ou 6 cm. Voilà donc pour les aspects techniques sur ce vélo que les Britanniques utilisent de la meilleure des manières. À toutes les deux elles vont attaquer le dernier tour. Lucy Hall d'un côté, Indiali qui a désormais pris les commandes. La cloche qui retentit, c'est parti donc pour les 5 derniers kilomètres de cette partie cycliste pour les Britanniques. Et Indiali qui semble faire l'effort. C'est compliqué pour Lucy Hall là. Indiali fait vraiment une grosse impression. Elle est rentrée et puis maintenant on la voit très à l'aise. Très à l'aise, bien positionnée, à l'aise techniquement dans les parties compliquées du circuit. Donc vraiment une belle attitude sur le vélo. Allez, Anne Hogg là qui n'est plus toute seule. L'Allemande en tête de ce groupe de chasse. Elle a été relayée là par une Russe notamment. Même si là c'est un peu tout le monde qui se met aux avant-postes pour essayer d'aborder cette partie délicate. On voit le maillot également bleu et jaune de Jelistratova, l'Ukrainienne, qui à n'en pas douter va jouer les premiers rôles. Et Abrosimova par contre elle n'a pas changé son fusil d'épaule. Elle est toujours en queue de peloton, en queue de ce groupe. Ça doit témoigner de ses aptitudes, on va dire moyennes sur le vélo pour naviguer dans un peloton, clairement. Il y a quand même beaucoup plus chez les femmes, je pense, que chez les hommes d'écart technique entre les filles. Aussi parce que c'est un sport auquel on s'y met peut-être un petit peu plus tard chez les filles. Les filles viennent beaucoup soit de la natation, soit de la course à pied et commencent le vélo un petit peu plus tard. Alors que les garçons, c'est vrai, déjà étant jeunes, ont peut-être plus l'habitude. On prend son VTT, on prend son BMX, on va rouler un peu. Et bon, c'est un petit peu moins une activité qui est développée chez les filles. Par contre, on les sait très bonnes nageuses et très bonnes coureuses à pied. Ouais, donc elle aura évidemment
des choses à dire et elle vendra chèrement sa peau sur ce 10 km. Mais on a vu l'écart encore augmenter à l'avantage des deux Britanniques en tête de course. 1,20 désormais d'avance pour ce duo. On voit Lee faire l'essentiel du travail à l'avant. Je pense vraiment que elle fait vraiment une très très belle impression sur le vélo, un très bon coup de pédale. On voit la force au niveau des fessiers et non vraiment très très belle impression des deux Britanniques. Ouais, ces deux-là ont été sacrés avec le relais britannique, Indiani et Lucy Hall. Et là, Anne Hogg qui a l'air d'être résignée et qui en profite pour s'alimenter. Je pense qu'elle doit en avoir un petit peu assez de travailler pour tout le monde. Bon. Elle a certainement vu qu'elle ne comblait pas, en tout cas elle ne rattrapait pas de secondes de retard sur le duo. Même si elle s'est remis tout de même en position de recherche de vitesse là. Et une 24, c'est pas non plus... c'est pas un écart qui est rédhibitoire. Indian Lee a une course à pied qui peut être un petit peu aléatoire. Lucy Hall, on sait qu'elle a une course à pied où sur 10 km, il faut qu'elle ait au moins 2 minutes 30 d'avance. Donc si les filles arrivent à maintenir à peu près cet écart, je pense qu'elles vont pouvoir rentrer au moins sur Lucy. Ouais, mais Lucy Hall qui parvient tout de même à se mettre dans la roue d'India Lee. Elle tient quand même si elle ne donne plus trop de relais. Ce sont les larmes là de Liliana Alexandre, l'une des Portugaises engagées à domicile, qui aurait évidemment espéré bien figurer devant son public. Une crevaison on dirait, et c'est vrai que c'est toujours compliqué d'abandonner, surtout quand on est à domicile. On a envie de bien faire, on a envie de représenter son pays, et c'est très malheureux pour cette jeune triathlète. Ouais, on le voit là du côté de son entourage, on ne peut que constater les dégâts mécaniques sur le vélo de Liliana Alexandre. Une cartouche de moins pour les Portugaises. On va compter évidemment prioritairement, on le rappelle, sur Mélanie Santos, qui est la jeune perle du triathlon portugais et qui est dans le groupe de chasse. Tout à fait. Et là on voit les filles qui regardent l'écart avec le groupe de chasse. Elles peuvent le jauger si elles gagnent ou si elles perdent du temps à chaque fois sur ces allers-retours. Donc quand on gagne du temps, c'est très boostant et ça donne envie encore de se donner encore plus. Donc ça doit être ce qui est le cas là pour nos deux filles en tête de course. Ouais, la relance très costaud là de la part de Anne Hogg, qui aimerait bien retrouver le podium européen et le trouver même tout court, parce que j'ai regardé dans le passé, elle n'est pas montée sur un podium européen sur le distance olympique. Anne Hogg. Non, Anne Hogg qui est vraiment qui a eu des saisons 2012-2013 exceptionnelles. Je pense même qu'elle avait une chance de faire au moins un podium aux Jeux Olympiques. Malheureusement, la fédération allemande avait décidé de mettre une autre tactique en place, favorisant Anja Dittmer, et ils avaient mis une autre athlète allemande en tête du premier groupe pour faire la coéquipière. Et Anne Hogg, qui se retrouvait dans le deuxième groupe, avait mené tout le deuxième pack pendant 40 km et fait le meilleur temps à pied pour revenir de mémoire à la 10e place. Allez, on commence déjà du côté de Lucy Hall là, à essayer de faire descendre un petit peu la température en prévision du 10 km de course à pied qui va se présenter là d'ici quelques instants. Donc là, les athlètes commencent déjà à se préparer mentalement à leur transition. Quand on est qu'à deux, c'est plus simple. Les gestes sont répétés à l'entraînement et sont mémorisés. Mais on va détacher les scratchs des chaussures, mettre les pieds sur les chaussures pour faire une transition efficace et rapide. L'Allemande Anne Hogg en chasse des deux Britanniques. Regardez, elle est marquée très proche avec Jessica Lehrmans qui est juste derrière elle. Elle a deux Britanniques derrière elle. Et autant vous dire que ces deux-là
ne vont absolument pas prendre le relais de l'Allemande. Peut-être déjà qu'elles ne le peuvent pas, mais exactement, elles vont se contenter véritablement de marquer Anne Haug de très près. Ouais, je pense que c'est le cas. Anne développe beaucoup de watts à vélo, hein, et pour les filles derrière, c'est dur de prendre un relais parce qu'elles arrivent juste pas à passer en fait. Donc là, on voit nos deux Anglaises qui sont vraiment, elles sont super bien entendues pendant les 7 tours vélo, et on les voit rentrer dans le dôme. On voit Lucie, les scratchs sont déjà enlevés, donc elle est déjà presque prête pour sa transition. Les deux femmes de tête qui en terminent avec cette partie cycliste, 40 km qui viennent d'être avalées véritablement par ce duo. Elles vont avoir quasiment 1 minute 30 d'avance, hein, sur le reste de la concurrence si leur tableau de marche se poursuit et se confirme avec la première d'entre elles, Hall, qui rentre dans cette Méo Arena. Lee juste derrière elle. Et les Britanniques qui peuvent être satisfaits, hein, de la prestation de leurs athlètes. On a vu d'ailleurs énormément de Britanniques se déplacer, hein, sur les championnats d'Europe de groupe d'âge, hein, puisqu'il y a plein de courses finalement sur ce week-end de compétition. C'est dire l'intérêt des Britanniques pour ce sport qu'est le triathlon. Tout à fait, les Britanniques qui sont fans. Et là on voit le vélo qui tombe, donc il faut absolument le remettre avant de partir. Voilà, pour éviter de se prendre une pénalité et le vélo qui retombe. Et là malheureusement Lucie, je pense, elle va prendre une pénalité. C'est pas évident en fait, faut mettre la roue légèrement de côté pour la bloquer. Donc là Lucie va sûrement prendre une pénalité de 15 secondes. On voit les filles qui partent sur un bon rythme. L'avantage de poser avec une avance comme elles l'ont, c'est on peut prendre son propre rythme dès le début de la course et pas subir celui des autres. Donc voilà, faut se mettre dans un bon tempo, pas partir trop vite, mais pas partir trop lentement non plus, et surtout ne pas trop subir la course. Allez, le groupe de chasse qui arrive à son tour dans la Méo Arena, et regardez l'effort qui a été fourni par les deux Britanniques, qui n'ont vraiment pas amusé la galerie, hein, sur les 5 derniers kilomètres de ce parcours cycliste, parce qu'on va être au-delà des 2 minutes, hein, le temps que ces athlètes franchissent la zone de transition. Attention à bien descendre du vélo. On a vu Jelestritova qui était tout juste limite descendu de son vélo avant la ligne verte. Là on voit Seznik en tête. Ouais, la polonaise. Liermans qui court aussi pas mal, hein, qui avait très bien couru à Quartera. Frintova qui est toujours à la lutte. On rappelle l'abandon, hein, d'ores et déjà de Rachel Klammer, la néerlandaise, qui faisait figure de favorite au même titre que Vendula Frintuna ou que les Britanniques. Les Russes sont à la lutte. On voit Mélanie Santos également. Allez, ne pas perdre de précieuses secondes pour essayer d'attraper ce groupe. Et là on voit l'importance d'un bon positionnement sur la partie vélo. Les filles qui sont rentrées dans les dernières à la transition repartent avec 10 bonnes secondes de retard sur la tête de course. C'est 10 secondes qu'on essaye de rattraper le plus tôt possible, et du coup oui, notamment Sellers, hein, voilà. la Britannique, qui était plutôt aux avant-postes puisqu'elle marquait Anne Haug de très près. Frintova également, hein, finalement, qui repart en fin de peloton. Non, c'est Kurkova, pardon, c'est une autre Tchèque qui est en queue de ce peloton. Et là on voit Indian Lee partir tout de suite. Donc elle a déjà fait l'écart avec Lucy Hall. Elle a une foulée assez efficace. On la sent vraiment bien placée, puissante sur les appuis. Je pense que maintenant elle va se mettre dans son train, et elle a plus qu'à contrôler le retour de ses adversaires. Indian Lee, déjà vainqueur de la Coupe du Monde de Cagliari cette année. Elle avait terminé 23e à Genève l'an dernier à l'occasion de ces championnats d'Europe. Elle a participé, hein, au Test Event de Rio. Elle avait terminé 49e. Indian Lee qui était une triathlète groupe d'âge il y a très peu. Elle a commencé le triathlon en 2013.
Elle a été invitée sur une épreuve de sélection pour le test event de Rio. Elle l'a gagné cette épreuve et du coup ça lui a donné le droit d'aller à Rio. C'était un peu la surprise du chef côté anglais. Et elle ne cesse de surprendre un peu tout le monde, comme l'a prouvé sa victoire sur la Coupe du Monde de Cagliari il y a quelques semaines. Alors on voit effectivement cette foulée puissante de la part d'Indiali. On la voit courir avec un gel dans la main. Voilà, je ne sais pas si elle l'utilisera. Certains athlètes prennent un gel juste au cas où. Allez, Santos, la portugaise, qui essaye de remonter là quelques places dans ce groupe. 10 km, on le rappelle, de course à pied pour clore ce marathon distance olympique. 4 boucles de 5 km à franchir. Avec Choretz, notamment la Russe, que l'on a vu attendre. C'est le moins que l'on puisse dire dans le groupe, dans le paquet. C'est Lars qui essaye de mettre du rythme. Là, la Britannique. Est-ce qu'on va retrouver plusieurs Britanniques sur la boîte? Voilà, Sellers qui est en train de faire un peu une course-poursuite pour essayer de rentrer sur les filles qui sont sorties dans les premières de la deuxième transition. Donc là, on voit Jerzik. Et on va voir celles qui sont le mieux sorties. Ouais, c'est pas une surprise de retrouver Frintova, de retrouver Anne Haug, Kovacs également, la hongroise, on n'en a pas parlé. Pourtant, on ne peut pas la manquer, vu son grand gabarit. C'est la plus grande du quatuor. Et Yelistratova, l'Ukrainienne. C'est vrai qu'autant on a parlé des trois autres, effectivement on n'a pas parlé de Sofia Kovacs, licenciée à Parthenay, c'est ça, en France. Qui est une athlète très complète, qui nage bien, qui roule bien et qui court bien. Elle n'a pas vraiment un point fort, mais elle n'a pas de point faible non plus. Donc elle arrive à tirer son épingle du jeu sur beaucoup de triathlons. Alors pour l'instant, ces quatre-là se disputeraient la troisième place, la médaille de bronze, puisque les deux Britanniques sont devant. Mais Lucy Hall est quand même un petit peu moins rapide qu'Indiali. Voilà la preuve en image, puisque Indiali l'a tout de même déposé sur ce début de course à pied. Ouais, on peut juger qu'il y a une petite centaine de mètres déjà d'écart entre Indian Lee et Lucy Hall. Indian Lee qui a un peu la tendance à avoir la tête qui part sur le côté. Ça nous rappelle un peu Paula Radcliffe. Il y a un petit peu moins le hochement de tête, mais voilà, c'est la petite particularité anglaise. Elle s'est peut-être inspirée effectivement de sa compatriote marathonienne Paula Radcliffe. Allez, on va suivre bien sûr d'ici quelques instants, bien si le quatuor dont on parlait va pouvoir fondre sur le voici. Ce quatuor va pouvoir fondre sur le duo tête britannique. Ce sera après une courte page de publicité. Restez bien avec nous. On revient très vite ici à Lisbonne pour la suite et la fin de ces championnats d'Europe. Et qui revient sur une Lucy Hall qui semble vraiment dans le dur, là même dans cette partie descendante. Ouais, quand on fait un 10 km sur un distance olympique, c'est souvent sur la deuxième partie de la course à pied que les écarts se font. Souvent les moins bons coureurs arrivent à faire face sur le premier 5 km, mais sur le deuxième c'est là que les différences se font. Et on voit vraiment Yelistratova qui a une très très belle allure, et derrière Kovacs et Frintova qui s'accrochent. Ouais, Yelistratova, l'Ukrainienne, quatrième des Jeux Européens de Bakou, que vous aviez pu suivre sur l'antenne de l'équipe 21, qui réalise une belle saison de Coupe du Monde avec une deuxième place à Moulou là-bas, quatrième à Chengdu, et on revoit cette accélération de l'Ukrainienne, intelligente en plus, elle est juste calée derrière les deux, donc elle gagne encore une fraction de seconde supplémentaire sur la potentielle capacité de réaction des deux autres. Ouais, tout à fait, on la voit, on l'a vu, elle a récupéré quelques secondes et puis elle s'est préparée mentalement à placer son attaque. Et vraiment très très belle attaque, quelque chose qu'on voit rarement dans le triathlon. C'est vrai que les athlètes ont plus tendance à essayer de partir au train, et là elle a fait vraiment une attaque sèche pour partir et lâcher ses deux adversaires. Ouais, et pour la pauvre Lucy Hall, eh bien c'est 10 km, risque d'être compliqué à terminer. On la voit, la jeune femme de 24 ans, quelque peu en perdition.
elle est d'ores et déjà en train d'abandonner tout espoir de podium. Là pour le coup c'est réglé. Elle qui a animé une grande partie de cette course. Ouais, c'est un peu le souci pour Lucie, hein. Ça passe ou ça casse. Mais c'est vrai que quand il y a un petit peu plus de densité et des coureuses à pied qui sont quand même de bon niveau, il faut vraiment il lui faut ces 2 minutes 30 d'avance pour qu'elle ait sa chance pour la victoire ou le podium final. Alors là potentiellement c'est la médaille de bronze qui est en train de se jouer, même si l'Ukrainienne Yelistratova n'a pas créé un écart énorme. Devant, on le rappelle, c'est Indiali qui selon toute vraisemblance, par contre, vu le rythme qu'elle a imposé, se dirige vers le titre européen. Mais il y a une belle fréquence tout de même de la part de Yelistratova. Pour l'Ukrainienne, ça peut remonter assez vite. Tout à fait, Yelistratova qui fait vraiment forte impression. Donc dans ce dernier tour, Indian Lee va vraiment falloir qu'elle reste concentrée et puis qu'elle maintienne son effort jusqu'au bout. Allez, on la voit, Indian Lee là a terminé ce nouveau tour de course à pied. On le rappelle, 10 km pour clore ce distance olympique. 4 boucles de 2 km et demi à parcourir. Sa foulée reste assez dynamique et puis elle est quand même encore bien placée, donc c'est quand même des bons signes. Elle doit avoir encore une bonne trentaine de secondes d'avance pour ce dernier tour, donc normalement ça devrait le faire, mais voilà, va pas falloir se relâcher et se battre jusqu'au bout pour l'anglaise. Et Anne Haug par contre qui a du mal à revenir sur ce duo, sur la médaille tout simplement, sur la potentielle médaille de bronze. Yelistratova a fait cet écart mais qui finalement se maintient, cet écart qu'elle a creusé intelligemment avec ce démarrage alors qu'elle se trouvait juste derrière ses deux adversaires. Kovacs qui est connue pour être une bonne sprinteuse, donc je pense que c'est aussi pour ça que Yelistratova a essayé d'attaquer très tôt pour se mettre à l'abri d'un retour éventuel de la Hongroise. Allez, la Britannique Indian Lee qui va attaquer d'ici une poignée de secondes son dernier tour. Il va rester 2 km 500 à Indian Lee, elle qui va peut-être faire mieux que Vicky Holland, la dernière Britannique qui était montée sur un podium européen. C'était à Alanya en Turquie en 2013. Et il reste 2 km et demi pour aller chercher cette médaille d'or. Bon, elle avait un rictus qui était plutôt positif, donc je pense qu'elle en a encore un petit peu sous le pied, mais c'est vrai que la foulée courte de Yelistratova, le rythme qu'elle arrive à mettre, elle donne vraiment une impression de vitesse. Très belle impression effectivement de la part de l'Ukrainienne. C'est clairement la plus belle impression visuelle qui nous est donnée de voir sur cette course à pied. Encore une fois, Yelistratova qui était restée au pied du podium à Bakou l'an dernier. Elle avait terminé 4e. Là, c'est peut-être la médaille d'argent. Elle qui a remporté la Coupe du Monde d'Alanya justement l'an dernier. Et pour la médaille de bronze, Frintova face à Kovacs. Même si Anne Haug, l'Allemande, va peut-être se mêler à la lutte. On est déjà à 1 minute d'Indiali. Allez, quarantaine de secondes d'avance pour Indiali sur l'Ukrainienne. Ça semble bien parti. Ça semble effectivement bien parti. Allez, tenter de jeter un petit coup d'œil là. Yelistratova derrière, voir si Kovacs ou Frintova parvenait à tenir. On voit la petite portugaise qui c'est un petit peu plus dur. Elle n'a pas compté ses efforts sur le vélo et je pense qu'elle est peut-être encore un petit peu jeune pour passer un bon courte distance. Ouais, on a vu également le visage pour le moins juvénile de Steinhauser, l'italienne. Voilà, ne doit pas être beaucoup plus vieille que la portugaise. Beaucoup de pays utilisent ce championnat d'Europe aussi pour lancer des jeunes. C'est un bon moyen un peu comme les Françaises voulaient mettre Audrey, de mettre des jeunes afin qu'elles s'aguerrissent. Côté français, c'était aussi le cas pour Raphaël qui je pense a dû prendre Raphaël Montoya, qui a dû prendre beaucoup d'expérience sur cette course.
Allez, toujours en tête de cette course féminine des championnats d'Europe ici à Lisbonne. Indiali, la Britannique, qui se dirige vers le titre européen. Derrière elle, cette jeune femme, Yelistratova, l'Ukrainienne, qui nous fait vraiment une superbe impression visuelle, mais qui finalement, d'un point de vue comptable, a du mal quand même à revenir sur la Britannique, peut-être en train d'assurer la médaille d'argent. Et derrière, un duel, semble-t-il, entre Frintova, la Tchèque, l'une des grandes favorites, hein, au même titre que Anne Haug, que Rachel Klammer, la néerlandaise, qui a dû abandonner face à Kovacs, la hongroise. Bon, je pense que si Indian Lee va jusqu'au bout, hein, ça sera une belle surprise. Elle qui a certes une victoire en Coupe du Monde, mais qui est encore un petit peu inconnue au niveau international. Vraiment chapeau à elle, hein, pour ce très très beau début de course, et en espérant qu'elle puisse aller jusqu'au bout. Les Britanniques avaient-elles besoin d'une nouvelle athlète, d'une révélation à l'occasion de ce championnat d'Europe? Pas vraiment. C'est vrai que les Britanniques ont déjà une densité tellement importante, mais voilà, ils vont continuer avec leurs problèmes de riches, avoir à choisir quelles filles ils doivent sélectionner pour les WTS. Oui, on en plaisante, hein, bien évidemment, parce qu'on vous rappelle les sélections de Non Stanford de Vicky Holland et d'Ellen Jenkins, et on rappelle que Jodie Stimpson, par exemple, ne va pas à Rio. Tout à fait, hein, elle a gagné la WTS d'Abu Dhabi, elle a fini deuxième ou troisième au Cap. Ouais. Malheureusement, la WTS où il fallait à tout prix être la première anglaise, c'était la Gold Coast, et c'est Ellen Jenkins qui a tiré les marrons du feu sur cette étape-là. Donc voilà, une concurrence vraiment intense entre des filles extraordinaires. Alors elle, Yelistratova, est peut-être sur le cran en dessous, hein, avec une belle saison de Coupe du Monde, hein, qu'elle réalise. 12e à Mouloullaba, 4e à Chengdu, 3e également au Mexique, hein, à Huatulco. L'an dernier, elle était 2e de la finale de Coupe d'Europe qui se déroulait à Sochi, donc non loin de son Ukraine. Une Coupe d'Europe qu'elle avait remportée d'ailleurs en 2014. Donc elle construit intelligemment, elle a de l'expérience, hein, cette jeune femme, on l'a vu, née en 88, mais c'est vrai qu'elle construit intelligemment sa carrière. Voilà, peut-être pas sur les WTS, mais plutôt que d'aller faire des 30e places sur les WTS, elle joue les podiums et la gagne à l'échelon inférieur. Tout à fait, elle joue les Coupes d'Europe, les Coupes du Monde. Et puis juste un peu avant, à l'écran, là, on voyait Kovacs qui venait de décrocher Frintova pour la 3e place. Ouais, ça sent bon effectivement pour la hongroise, et finalement ça le temps pour les favorites, hein, parce que ni Haug, ni Klammer, ni potentiellement Frintova sur le podium. Je ne sais pas si beaucoup de bookmakers compatriotes d'Indiali avaient parié un tel scénario. Non, on va sûrement revoir l'attaque de Kovacs. Là, ça se fait plus au train. Je pense que Frintova était vraiment à bout de souffle. Et bon, là, c'est vraiment une sensation particulière, hein. Quand on entend l'athlète qui est derrière, on entend le bruit de ses pas qui s'éloigne. Vous pouvez me croire, ça donne de l'énergie. Et puis là, j'imagine qu'elle voit l'Ukrainienne devant. Et donc, elle va essayer sûrement d'aller la chercher. Pour l'anglaise, on la voit, elle est quand même assez loin de... Bon, il y a encore une bonne centaine de mètres. Je pense que l'anglaise a course gagnée. Derrière, par contre, il y aura peut-être une belle bagarre pour la 2e place si Kovacs continue sur son rythme. Ouais, d'autant plus que derrière, à l'issue de cette dernière ligne droite, on va revenir, hein, vers la Meo Arena, vers la ligne d'arrivée. Attention, il ne faudra pas se tromper. Voilà la dernière fois où les deux athlètes vont se croiser. Elles viennent de le faire. Indlani qui a donc pu jauger, hein, exactement de l'avance, pour le coup, conséquente dont elle disposait sur l'Ukrainienne. Et derrière, on va effectivement se diriger vers ce pavillon atlantique, cette superbe arène qui aura accueilli ce week-end de compétition et qui nous aura offert de bien belles courses. Ouais, tout à fait, hein, vraiment des superbes courses, un très beau week-end,
en attendant les prochaines WTS qui vont arriver rapidement et tout le calendrier international vraiment qui va s'enchaîner en mai-juin assez intensément avant une petite pause mi-juillet pour vraiment préparer les Jeux Olympiques. Ouais, l'occasion de rappeler la prochaine diffusion de la prochaine WTS qui aura lieu du côté de Leeds les 13 et 14 juin prochains. Et puis pour les grands prix qui sont de superbes épreuves à suivre également en France, ce sera le 19 juin à Valence. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à vous déplacer parce que vous verrez tout simplement ce qui se fait de mieux sur la planète triathlon. Indiali qui en termine plus de 2 heures de course. Et voilà les Anglaises, quand c'est pas l'une c'est l'autre. Vraiment impressionnant de les voir aussi performantes tout le temps. Elles dominent de la tête et des épaules ce début de saison. Mis à part Gwen Jorgensen qui a réussi à s'imposer. C'est vrai qu'entre Nance Stanford, Vicky Holland, Jodie Stimson, Helen Jenkins, Lucy Hall, Indian Lee et Jessica Learmonts, il y a beaucoup de victoires depuis ce début de saison. Donc vraiment chapeau à la fédération anglaise pour tout le travail qui est mis en place. Ouais, en général, quand des Britanniques se présentent sur le ponton de départ pour une course, ça arrive très souvent qu'il y en ait une sur la plus haute marche du podium, et ce championnat d'Europe ici à Lisbonne ne va pas faire exception, même si elle a contrôlé, semble-t-il, parce que derrière ça revient. Elle a la présence d'esprit également de ne pas se tromper, parce qu'on l'a vu hier sur la course masculine, c'était pas forcément évident. Indiali va venir rejoindre cette ligne d'arrivée. C'est elle, la nouvelle championne d'Europe après Javier Gomez, l'Espagnol, ce samedi sur la course masculine. Indiali s'impose sur la course féminine. Elle est vraiment allée chercher sa victoire, parce qu'elle a fait l'effort à vélo et puis elle n'a pas ménagé vraiment son effort tout le long du parcours. Superbe course également de Julia Jelistratova qui était dans le deuxième groupe en vélo. Il y a eu la jonction, elle a parfaitement attendu ce qu'il fallait et surtout elle a réalisé un 10 km de course à pied remarquable, une accélération intelligente notamment par rapport à Kovacs, la hongroise, qui s'est fait surprendre dans un premier temps et qui finalement au train est parvenue à déposer l'une des favorites, Frintova, qui en termine la tchèque. Tout à fait, Jelistratova qui pourra dire un petit merci, je pense, à Anne Haug qui lui a fait beaucoup de bien sur le vélo pour entrer sur le paquet de chasse. Et puis bon, attention, je pense que Frintova, Anne Haug, elles sont déjà en pleine préparation pour les Jeux Olympiques. Elles ont les yeux rivés sur le 20 août et donc là, à mon avis, c'était une course de préparation. Ah, regardez comme c'est sympa le sourire de Sellers là qui en termine et qui tombe dans les bras de sa compatriote et amie Indiali. Les Russes sont un petit peu plus loin. On a vu la première d'entre elles en terminer. Elles n'ont pas vraiment animé la course, c'est le moins que l'on puisse dire. Agnieszka Jerzik qui avait terminé 6e à Genève l'an dernier va terminer un petit peu plus loin, et Lucy Hall qui oui, pour le coup a quelque peu explosé sur le 10 km de course à pied. Vivement la WTS de Leeds, je pense vraiment que les Anglaises vont mettre le feu à cette course. Et les Anglais, mais là bon, c'est sûr qu'en voyant les résultats, je sais que elles vont avoir à cœur de vraiment faire une belle course chez elles. Et on espère également retrouver nos tricolores sélectionnés pour Rio. On rappelle d'ailleurs la sélection, en tout cas la proposition de sélection de la part du comité de la Fédération française de triathlon pour accompagner donc Vincent Louis sur l'échéance olympique. On l'a appris à la mi-journée. Ce sont donc Dorian Coninx et Pierre Lecor qui accompagneront Vincent Louis. Et pour la course féminine, c'est Amy Charéron qui défendra les couleurs tricolores les 18 et 20 août prochains du côté de Rio. Et quel sourire là de la part d'Indiali. C'est appréciable de pouvoir vraiment profiter de cette dernière ligne droite. C'est vraiment appréciable après un tel effort.
on a le droit de repenser un peu à tout ce qui a été fait pour en arriver là. C'est vraiment bravo à elle. Ouais, on parlait de la jeune Italien tout à l'heure, Steinhauser, qui en termine, hein, qui était en compagnie de la Portugaise Santos. Allez, on va certainement attendre l'arrivée de Mélanie Santos avant de rendre l'antenne. Ouais, la voici Mélanie Santos. Elle aura été un petit peu juste sur le 10 km de course à pied. C'est vrai que ses compatriotes masculins ont peut-être un petit peu trop attendu. Eux ont attendu ce 10 km de course à pied. Elle, pour le coup, c'était un petit peu plus mise en danger sur la partie cycliste. On la voyait demander de prendre des relais. On la voit, hein, elle aussi est toute jeune, elle aussi a l'avenir devant elle. Tout à fait, et puis on la voit, elle a subi un peu les 3-4 derniers kilomètres à pied, mais c'est une athlète en devenir et il faudra compter sur elle sûrement dans les 4 ans qui arrivent. Allez, le résultat très certainement de cette épreuve féminine. On rappelle, hein, le podium masculin avec Javier Gomez qui s'impose devant Dmitri Polianski et Andreas Havelsberg, le Suisse. Ça, c'était samedi. Et ce podium donc qui va voir la victoire d'Indiali qui succède à Michel Dillon. C'était en 2001, dernière britannique à s'imposer. Du côté des garçons, a été, c'est sûr, un petit peu plus récent avec les frangins Brownlee et notamment Alistair qui s'est imposé pour la dernière fois en 2014. Et Indiali qui s'impose donc devant Sofia Kovacs, l'Ukrainienne, la hongroise plus exactement, 3e, et Yulia Yelistratova à gauche de l'écran, l'Ukrainienne qui prend une très belle médaille d'argent. La prestation remarquable et le titre d'Indiali, la Britannique. Un grand merci, Greg Roux, de nous avoir accompagnés durant ce week-end de compétition, durant ces championnats d'Europe. Merci Guillaume, c'était un plaisir. Et on se retrouve très vite, hein, pour les WTS. Ce sera là aussi, on parlera évidemment anglais, ce sera à Leeds les 13 et 14 juin prochains pour les diffusions sur l'équipe 21. Et on vous laisse tout de suite avec l'équipe type. Un spécial France-Cameroun au programme. Très bonne soirée à toutes et à tous. Bye bye.